right clamp, South Fox, H-Top, Master, Top Gun, BXP, Sweat. His first punt today. And it's a big one. Wow, look at this. Alors en cette fin mars, les équipes ont déjà commencé la reconstruction pour certaines et l'amélioration de leur effectif pour d'autres à travers la free agency qui a eu lieu il y a quelques semaines. Mais le plus gros est à venir avec la draft qui aura lieu dans maintenant moins de 4 semaines. Salut à tous et bienvenue chez le Punter pour un nouvel épisode. Alors, avril arrive, le Senior Bowl est passé, le Combine est passé, les Pro Days ont toujours lieu en ce moment. Qu'est-ce qui nous reste ? C'est la draft. C'est la draft. Alors dans cet épisode, on va parler draft et on va surtout parler des principaux besoins de chaque franchise. On n'a pas le temps aujourd'hui de parler des 32 franchises. On va commencer avec la conférence américaine. Et donc le format va être le suivant. On va essayer d'être bref mais précis. En fait, cette vidéo, ça va compléter l'article que j'ai publié ce matin, lundi. Et on va parler en fait des 16 franchises de la AFC. On va essayer de faire 1 minute par franchise. Nous verrons bien le résultat à la fin. Alors commençons dans l'ordre, commençons avec Las Vegas, donc qui est le premier choix de toute cette draft en fait. Donc ils ont plusieurs besoins, comme vous voyez dans l'image en fait. Leur principal besoin, on le sait, c'est le quarterback et on sait très bien que ça va être Mendoza. La ligne offensive aussi, il y a encore des manques. Bon, certes, il y a eu l'arrivée de Tyler Linderbaum, poste de centre, mais je pense qu'ils vont essayer de renforcer le poste de garde, voire tackle. Jalen Naylor, c'est une très bonne option au poste de receveur. Ils l'ont signé lors de la free agency, mais ils ont besoin d'autres cibles en fait, surtout sur les ailes, donc au poste de receveur. La ligne défensive aussi, c'est notre secteur à renforcer, tout comme le poste de cornerback. C'est vrai que c'est bien d'avoir des très bons titulaires, mais c'est encore mieux d'avoir de la profondeur sur le banc de touche et donc des remplaçants de qualité, notamment si on pense au poste de cornerback derrière les titulaires Eric Stokes et Taron Johnson. Les New York Jets, alors eux aussi, ils ont pas mal de besoins. L'avantage pour eux, c'est que rien qu'au premier tour, ils ont 2 choix de draft. Le poste de quarterback, il semble couvert, puisqu'ils ont signé Geno Smith pour cette saison au moins. On sait très bien que c'est un quarterback de transition. Le mec, il est en CDD en fait. On sait très bien qu'en 2027, ils vont essayer de choper une pépite. Après, ils ont besoin de cibles. Ils ont besoin de playmakers en attaque. Donc, ce serait pas surprenant de les voir prendre un receveur. Peut-être même avec le choix numéro 2. S'ils aiment vraiment Carnell Tate, à mon avis, ils vont le prendre là. Après, ils ont besoin de edge aussi. Donc, les voir prendre un Harvey Reese ou David Bailey avec ce deuxième choix, ça serait pas surprenant non plus. Comme on a dit, on va parler que des équipes de l'AFC. Dans le prochain choix, ce sont les Tennessee Titans au choix numéro 4. Alors eux, ils ont bien travaillé à la free agency, ils ont beaucoup recruté, surtout dans l'escouade défensive. Là par contre, il va falloir renforcer en attaque. Que va faire Robert Saleh, le nouveau head coach, qui est plutôt à tendance défensive, même beaucoup à tendance défensive. Là, je pense qu'ils vont essayer d'aider Cam Ward, dont je les vois prendre un joueur offensif. Et quel meilleur joueur offensif que Jeremiah Love, le running back venu de Notre-Dame. Alors vous me direz, oui, c'est un running back. Non. Jeremiah Love, c'est comme un Jahmyr Gibbs, mais en mieux. Mais en mieux. C'est un super receveur aussi, c'est-à-dire qu'il peut aider dans l'arrière-champ, à travers les courses, mais aussi dans la réception. Donc, ça serait pas surprenant qu'ils prennent un joueur de ce calibre-là. À moins que Saleh, il ait le dernier mot et il décide de prendre un pion de plus en défense et pourquoi pas un edge. C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix, mais il vaut mieux les prendre plus tôt. Les Cleveland Browns, eux aussi, ils ont 2 choix, le numéro 6 et le numéro 24. Alors eux, je pense qu'avec ces 2 premiers choix, ça va aller du côté de l'offense, de l'attaque. Et il y a 2 postes à couvrir, celui de tackle gauche, donc sur la ligne offensive, et aussi un receveur. C'est vrai qu'il manque beaucoup, on va dire, de peps en attaque, de cibles. Donc que vont-ils faire avec leur choix le plus haut, le numéro 6 ? Est-ce qu'ils vont jouer la sécurité, prendre un tackle offensif ? Ou est-ce qu'ils vont prendre vraiment le receveur qu'ils aiment, Carnell Tate ou Mackay Lemon? On sait pas trop, mais bon, c'est entre les deux. S'ils doivent prendre un tackle avec le numéro 6, ils vont prendre un Monroe Freeling.
Après, si à l'inverse, ils préfèrent prendre un receveur avec le numéro 6, je pense qu'avec le numéro 24, ils pourraient prendre un Caleb Lomu ou Spencer Fano, qui à mon avis seront plutôt dans cette deuxième partie de premier tour. Toujours une équipe avec 2 choix de draft, ce sont les Kansas City Chiefs, puisque eux, du coup, ils ont récupéré le choix numéro 29 en échangeant Trent McDuffie aux Rams. Mais eux, ils ont beaucoup de manques. Ils ont surtout un effectif vieillissant, une arrière-garde qui est fortement affaiblie. Ils ont perdu 3 titulaires, McDuffie, Jalen Watson et Bradley Cook. Donc là, ils ont du pain sur la planche. Il va falloir qu'ils soient vraiment précis. Il ne faut pas se tromper. Il faut vraiment renforcer cette arrière-garde de la défense parce qu'ils n'ont pas de super titulaires et encore moins de profondeur. Alors imaginez. Donc bon, je les vois prendre peut-être Mansour Lane, ou Colton Hood, ou Jamon McCoy, à moins que Caleb Downs soit encore là et qui soit vraiment sous le charme de ce joueur-là, qui est un joueur extraordinaire. Et c'est un safety, mais il peut jouer nickel cornerback. Vous pouvez avoir plusieurs stratégies avec lui, le bouger un peu partout dans l'arrière-garde. Non, c'est un super joueur. Donc, à voir. Après, ils ont besoin aussi de un peu plus de jus au poste de edge. Est-ce qu'ils vont prendre Ruben Bain, qui à mon avis sera toujours là au choix numéro 9 ? Nous verrons bien. Au choix numéro 10, il y a les Cincinnati Bengals qui eux aussi ils ont pas mal de besoins, surtout comme d'habitude en défense. En 2025, leur défense était horrible, il n'y a pas d'autre mot. L'attaque, comme d'habitude, ils étaient bons. Le seul problème, c'est que Burrow il a manqué plus de 3 mois. C'est un problème quand ton meilleur joueur il n'est pas là. Et en plus, quand la défense ne marche pas, là ils viennent de perdre Trey Hendrickson qui était peut-être leur meilleur défenseur depuis 5 ans. Donc là, ils vont devoir se renforcer un peu partout. Ils ont des besoins de partout. Ligne défensive, linebacker, arrière-champ, arrière-garde de la défense. Partout. Après, est-ce qu'ils vont prendre le local, Caleb Downs? Local, pas trop, parce que je crois qu'il est de Floride. Mais il sort de l'université d'Ohio State. Et donc, Cincinnati étant dans cet état, je pense qu'ils pourraient prendre Caleb Downs. Comme on a dit, c'est un joueur qui est très polyvalent. Donc voilà, je pense qu'ils vont prendre. C'est un poste à renforcer de toute façon. Après, est-ce qu'ils vont pas essayer de renforcer le front 7 avec peut-être un joueur de ligne défensive ou un edge? À voir. À moins qu'ils penchent vraiment pour prendre un solide tackle pour protéger Joe Burrow, parce que Joe Burrow, une fois de plus, blessé. C'est sa 4e ou 5e blessure depuis ses débuts. C'est un problème, donc voilà, ça pourrait être un besoin à adresser aussi. On retourne sur une équipe qui a 2 choix là aussi, les Miami Dolphins. Donc eux, l'opération liquidation, je pense, est terminée. Ils ont beaucoup perdu, beaucoup de titulaires, beaucoup de stars, beaucoup de vétérans aussi. Donc je pense que là, il faut beaucoup de sang neuf. Là, c'est très difficile de savoir ce qu'ils vont faire avec leur premier choix, hein. Est-ce qu'ils vont prendre un receveur? Parce qu'au niveau receveur, il n'y a pas grand monde, quoi. Est-ce qu'ils vont craquer et prendre un tight end? C'est vrai que ça aiderait beaucoup Malik Wele, c'est l'attaque en général. Surtout que avec le choix numéro 11, il y a un tight end qui semble être logique. C'est Kenyon Sadiq. Et lui, Kenyon Sadiq, en plus, il est excellent dans les blocages. Ça pourrait aider Devon Aishan, le coureur. Il est très bon en réception. Il est rapide. Il est aussi rapide qu'un receveur. Donc bon, à voir ce qu'ils font. Après, connaissant le nouveau tandem en charge de la direction sportive, John Eric Sullivan et Jeff Hafley, est-ce qu'ils vont pas essayer de prendre les tranchées? C'est notre besoin, surtout au poste de edge. Là, avec leurs 2 choix, ils pourraient trouver de très très bons joueurs. Donc, à voir. Mais beaucoup de besoins pour les Miami Dolphins. Les Ravens, eux aussi, ils sont tout contents puisqu'ils ont récupéré leur choix de draft avec l'annulation de l'échange pour Max Crosby. Ils ont des besoins. Bon, connaissant les Ravens, à mon avis, ça pourrait aller dans les tranchées. Je pense que ça serait pas surprenant, surtout qu'ils ont perdu leur centre. De l'autre côté des tranchées, il y a comment il s'appelle, Madu Buike qui revient. Enfin, il revient. On espère qu'il revienne. L'an dernier, saison blanche, blessure au cervical, je crois. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il peut revenir à son niveau? Pas sûr. Donc, ça serait pas surprenant qu'ils prennent un joueur de la ligne offensive déjà. Ou alors défensive, je sais pas. Après, forcément, il y a toujours receveur, c'est toujours un besoin chez eux, mais c'est très rarement une priorité quand même. En fait, du moins, pas avec les hauts choix de draft. Donc, affaire à suivre là aussi. Les Pittsburgh Steelers, eux,
des besoins un peu de partout. Là, ils ont un nouveau coach, Mike McCarthy. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout dépendra aussi de Aaron Rodgers. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va re-signer? On ne sait toujours pas. Il est toujours disponible. Il a toujours pas communiqué sa décision. Et là, avec le choix numéro 21, il y a un joueur qui semble là leur tomber dans les bras. C'est Ty Simpson. Est-ce qu'ils vont faire ce choix, sachant que Simpson, personnellement, bon, on va parler dans un autre épisode, mais c'est difficile de le voir titulaire. Il a une seule année d'expérience en college football, donc il a pas beaucoup d'expérience à ce niveau-là. C'est difficile de le voir titulaire dès ses débuts. Il aurait besoin d'une saison, en fait, dans l'ombre de quelqu'un, en apprentissage, si vous voulez. Est-ce qu'ils vont le prendre même si Rodgers arrive? Je sais pas. Ou alors, est-ce qu'ils vont prendre un tackle? On a dit que Broderick Jones, il avait pas mal de difficultés. Est-ce qu'ils vont prendre un tackle, en fait, pour lui faire concurrence ou pour prendre sa place tout simplement? À voir. Ok, les Chargers aussi, bon, il y a plusieurs manques, comme tout le monde, sauf que là, il y a un manque, enfin, un poste, on va dire, à couvrir qui semble une évidence, c'est la ligne offensive. On a vu que l'an dernier, c'était vraiment le point faible de cette équipe, surtout quand il y a eu des blessures. C'était une protection vraiment en gruyère, quoi. Là, je pense que il y a un joueur qui semble fait pour eux, c'est Olavai Vega Ioane, l'offensive lineman intérieur de Penn State. En plus, il peut jouer garde, il peut jouer centre, il peut dépanner au poste de tackle si nécessaire. Ça semble une évidence. Après, attention, il y a aussi de l'autre côté, sur la ligne défensive, ils ont des besoins. Au poste de edge, il y a un gros besoin parce que les trois titulaires, Tuipulotu, Mack et Dupree, en fait, ils sont dans leur dernière année de contrat. Bon, Tuipulotu, lui, c'est son contrat rookie qui se finit, donc à mon avis, il va demander les gros billets. Mack et Dupree, eux, c'est des trentenaires passés. Ils sont plus sur la pente descendante. Ça sera moins une question d'argent, mais plus de rendement. Donc, ça serait notre poste à couvrir avec un peu d'urgence. Donc, à mon avis, avec un choix de draft assez tôt, quoi. Les Bills, eux, ils ont pas mal perdu, on va dire là, à l'intersaison. Bon, ils ont signé Bradley Chubb, par exemple, pour le poste de edge, mais c'est un groupe quand même assez, on va dire, vétéran. Est-ce qu'ils auraient pas besoin d'un peu plus de profondeur avec un peu de sang neuf? À moins qu'ils optent pour aller chez les receveurs. C'est vrai que chez les receveurs, bon, ils ont le nombre de joueurs. Ils ont Coleman, Shakir, ils ont là DJ Moore qu'ils ont signé à l'intersaison. Mais bon, tu sens qu'encore une fois, il manque un vrai numéro 1, il manque une star en fait. Donc est-ce qu'ils n'auront pas dans cette direction? On verra bien. Les Houston Texans aussi, comme d'habitude, à mon avis, c'est des tranchées. Parce que même s'ils ont réussi, bon, la ligne offensive, on sait que depuis 2-3 saisons, c'est un peu ric-rac, mais bon, ça serait pas surprenant une fois de plus, ils prennent un joueur à ce poste-là, avec un choix de draft dès le premier jour, en fait, ou les 2 premiers jours. À moins qu'ils aient, comme d'habitude, renforcer leur point fort, c'est-à-dire la défense, sur la ligne défensive, ou un autre edge de plus. Personnellement, je pense qu'ils vont aller sur la ligne défensive avec un tackle, genre, je sais pas, il y en a plein, là. Avec ce choix-là, le choix numéro 28, ils peuvent aller Caden McDonald, Caleb Banks, Lee Hunter, Peter Woods. On verra bien, mais ça serait pas surprenant qu'une nouvelle fois, ils prennent un joueur de tranchée. Alors, les New England Patriots, eux, bon, ils ont très bien, on a vu qu'ils avaient très bien bossé l'an dernier, autant en free agency qu'à la draft. Là, qu'est-ce qui leur manque? Bon, ils ont vu, ils ont profité, on va dire, d'un calendrier assez clément pour aller jusqu'au Super Bowl. C'est la défense qui les a portés jusqu'au Super Bowl. L'attaque, ils ont un peu plus de mal, surtout dans les playoffs. Là, on a vu que la ligne offensive, elle avait un peu de mal. Bon, et certes, ils ont recruté Elijah Vera Tucker à la free agency, mais est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'un peu plus de profondeur, donc des jeunes joueurs sélectionnés à la draft? Nous verrons bien. À moins que eux aussi, ils optent pour un edge. Vous savez, ça, c'est des positions en fait premium. Et donc, faut vraiment prendre ces joueurs-là. C'est pas au 5e ou 6e tour qu'on trouve des stars au poste de tackle offensif ou de edge ou de cornerback. D'ailleurs, il vaut mieux prendre le plus tôt possible. Donc, ça serait pas surprenant qu'ils essaient de prendre un jeune joueur talentueux avec un choix, avec leur premier choix de draft.
Après, on a 2-3 équipes en fait qui ont pas de choix de premier tour. Par exemple, on a les Colts, on a les Jaguars et les Broncos. Avec les échanges qu'ils ont faits, en fait, eux, leur choix le plus tôt, ça va être au deuxième tour, vers la 50e, 60e place. Mais bon, ils ont quand même beaucoup de choix de draft, on va dire, des picks, et aussi beaucoup de besoins, du coup. On voit que les Colts, par exemple, ils ont beaucoup perdu sur la ligne de linebacker, ils ont perdu Zaire Franklin, ils ont perdu Kwity Paye, pardon. Donc, du coup, là, il va falloir renforcer cette ligne-là. Trouver si possible 2 remplaçants de qualité qui peuvent offrir un rendement immédiat, hein, parce que là, avec un choix de deuxième tour, tu veux un titulaire, tu veux pas un remplaçant ou un projet. D'accord. Donc bon, là il y a un besoin, que ce soit un linebacker intérieur ou sur l'aile, un pass rusher aussi. Là ils ont besoin. Surtout que là il est un peu seul, on va dire, dans ce groupe. Après, est-ce qu'ils ont besoin d'un receveur aussi? Ils ont perdu Michael Pittman. Bon, là ils ont besoin. Il y a aussi d'autres positions, lineman offensive, safety, qui seront ciblés assez tôt. Donc voilà, pas mal de besoins chez les Colts. Les Jaguars aussi. Alors les Jaguars, leur avantage, c'est qu'ils ont un effectif très jeune. L'an dernier, je crois qu'ils avaient 9 ou 10 choix de draft. Beaucoup de ces rookies ont joué d'ailleurs cette saison. Là, il y a un gros manque, surtout au poste de linebacker. Alors certes, ce linebacker, ce qu'ils appellent off-ball linebacker, c'est-à-dire le linebacker intérieur, c'est plus une priorité dans le football d'aujourd'hui. T'as pas besoin d'une grande star, mais t'as quand même besoin d'un joueur, d'accord? Donc Devin Lloyd, en fait, ils ont pas voulu le payer parce que pour eux c'est pas une priorité ce poste-là. Ça se respecte, mais là il faut trouver quelqu'un du coup, donc ça m'étonnerait pas qu'ils prennent un jeune joueur très tôt dans la draft. Dans le pass rush aussi, ils auraient besoin d'un joueur pour on va dire booster un peu ce pass rush qui l'an dernier qui a pas toujours été excellent, surtout dans l'axe. Surtout dans l'axe, ils ont un peu plus de mal. Après, est-ce qu'ils vont pas tenter un running back aussi? C'est vrai qu'ils ont recruté Chris Rodriguez à l'intersaison. Le rookie de l'an dernier, Bayshul Tutton, ça a bien marché. Mais comme Travis Etienne est parti, là il faut un troisième joueur en fait, on va dire pour une solution de rechange. Et finalement les Denver Broncos. Alors les Broncos, ils ont pas mal bossé à l'intersaison, c'est-à-dire bon, ils ont fait venir un joueur, surtout c'est Jalen Waddle. Il manquait du jus en attaque, il manquait un playmaker, là ils en ont un de plus. Est-ce qu'ils vont chercher niveau offensif, offrir une nouvelle cible à Bo Nix, ou est-ce qu'ils vont plutôt essayer de combler les manques en défense? C'est vrai que il y a eu les départs de Greenlaw qui n'a pas été renouvelé, de Franklin Myers non plus qui a été laissé libre. Là c'est 2 vides dans le front 7 qui sont quand même importants. Et là bon, je pense que vers la 60e place il y aura encore des très très bons joueurs capables d'être titulaires, donc ça m'étonnerait pas qu'ils prennent un linebacker ou un edge avec ce choix numéro 62. Finissons comme d'habitude avec un peu de college football, NCAA. Alors on est en plein dans les spring practices. Vous savez, ce sont en fait des camps d'entraînement de printemps, hein, comme son nom l'indique. On en a parlé un peu la semaine dernière. On a vu que ça continue à se battre en coulisses. On va parler dans une seconde. Et d'ailleurs, on a assisté à une nouvelle défaite juridique pour la NCAA. Quelle surprise! Alors en fait, c'est Trinidad Chambliss, on a parlé récemment, il a été définitivement autorisé à jouer en 2026. Revenons un peu en arrière, vous savez que en fait au mois de janvier, il demandait une année supplémentaire, en fait une 6e année à l'université. Parce qu'en fait, en 2022, selon ses dires, il avait fait une saison blanche, il avait des problèmes de santé, des problèmes médicaux. La NCAA, dans un premier temps, elle refuse la requête de Chambliss. Donc, février, que fait Chambliss? Il fait appel à la justice ordinaire. Et il demande en fait une injonction préliminaire, ce qui veut dire qu'en fait, c'est une espèce de protection pour le joueur. La justice dicte que la NCAA ne peut pas prendre de décision de sanction à l'envers du joueur, en attendant un procès qui peut mettre des mois, voire des années à arriver. Donc, un juge local a donné raison à Chambliss.
Sauf que la NCAA était là, non, on va pas se laisser faire. Ils font appel de cette décision. Pourquoi ? En fait, ils en ont assez de tous ces procès perdus, ils en ont assez d'être traînés dans la boue, ils en ont assez ils veulent récupérer leur réputation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, on va faire un exemple avec Chambliss. Pourquoi Chambliss ? Parce que pourquoi pas ? Ils voulaient taper du poing sur la table, ils voulaient récupérer un peu de pouvoir, faire peur à tout le monde, à mon avis aussi. Que s'était passé la semaine dernière, le 22 mars ? Eh bien, la Cour suprême, elle confirme la décision, la première décision, c'est-à-dire elle enterre définitivement la NCAA en rejetant l'appel de l'organisme régulateur du football ou du sport universitaire. Donc, en fait, Chambliss, il va être autorisé à jouer en 2026. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Chambliss, en fait, si vous vous souvenez, il rejoignait Ole Miss après 4 saisons en D2. D2, en fait, c'est le 3e échelon universitaire. Il était à la modeste université de Ferry State. Il arrive à Ole Miss. Il profite de la blessure du titulaire Austin Simons. Il devient titulaire, il enchaîne les jolies performances, les superbes performances. Regardez, c'est 66% de passes, presque 4000 passes de yards, 4000 yards de passes, 20 de touchdowns, 3 petites interceptions. Une superbe saison, une vraie révélation, une trouvaille incroyable. Et on va pas se mentir, c'est grâce à lui qu'Ole Miss ils atteignent le dernier carré des playoffs, quoi. C'était incroyable. Après 2026, va falloir confirmer parce que le calendrier il est plus compliqué. L'effectif il a pas mal perdu. Il y a quelques joueurs qui sont partis soit à NFL, soit à LSU avec l'ancien entraîneur Lane Kiffin. Il y a un nouveau staff. Un nouvel entraîneur, on a dit, un nouveau staff offensif aussi. Et l'étiquette aussi a changé parce que Ole Miss c'est plus l'outsider. Je peux vous dire que toute l'équipe, tout le monde vont les prendre au sérieux maintenant. Après, il y a eu pas mal j'ai vu en ligne, il y a des haters, ok, il y a des rageux. Chambliss, il fait ça pour l'argent. On n'en veut pas de Chambliss. Il y a pas de raison de se réjouir. Pourquoi ? Simpson, par exemple, Ty Simpson, beaucoup me donnaient l'exemple de Ty Simpson. Ty Simpson, il a refusé les 5,5 millions des Miami Hurricanes parce que il est convaincu que ça va être un choix de premier draft. Et un choix de premier draft, son premier contrat, c'est minimum 4 voire 5 millions assurés. Et un contrat de 4 ans minimum. Donc forcément qu'il va à NFL Simpson. Et c'est pas pour son amour du sport, c'est aussi pour l'argent. En 2026, trouvez-moi un sportif, n'importe quel sport, trouvez-moi un sportif qui ne veut pas ça aussi pour l'argent. Après, on peut discuter, on peut ne pas être d'accord sur le fait que Chambliss c'est que pour l'argent. Mais réjouissez-vous, Chambliss c'est un excellent joueur pour le college football. C'est super d'avoir un joueur comme lui. Oh, qu'est-ce qu'on préfère ? On préfère des bras cassés, des mecs qui ne savent pas lancer le ballon ? Non, on veut des super quarterbacks, on veut les garder le plus longtemps possible. 4, 5 ans, 6 ans, ok, il y a des règles. Bon, et ils jouent avec les règles, forcément, mais tout le monde joue avec les règles. Donc je pense que moi, personnellement, je suis super content de voir Chambliss l'année prochaine et j'espère qu'il va être une nouvelle fois excellent. Alors, il y a aussi 2 autres cas contre la NCAA. Il y a d'abord Owen Heineke, qui est le linebacker d'Oklahoma, qui lui, un peu comme Chambliss en fait, il poursuit la justice pour obtenir une année supplémentaire. Alors lui c'est un profil un peu différent, il a déjà joué 4 ans en college football, mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2022, il jouait à lacrosse, vous savez ce sport, lacrosse, et il jouait à Ohio State, il a pris part à 3 matchs, et la NCAA en fait elle compte ces 3 matchs comme une saison. Donc du coup, pour la NCAA, Heineke il a déjà 5 saisons, donc en fait son cursus universitaire est fini, il faut qu'il parte. Et donc après ces 3 matchs, cette mini-saison de lacrosse, il est parti à Oklahoma. Après, lui, il a déjà eu ce qu'on appelle un redshirt medical, c'est-à-dire une saison nulle à cause d'une blessure. Là, pourquoi maintenant ? Parce que c'est un peu tard. Vous savez que Heineke, en fait, il est candidat à la draft. Le problème, c'est qu'Oklahoma, ils ont un vrai manque à ce poste. Ils espèrent vraiment compter sur Heineke. Heineke, l'an dernier, il a explosé chez les Sooners. 74 plaquages, 3 sacs. L'université a soumis une demande de dérogation en janvier. Ça a été rejeté. Appel en février, ça a été rejeté. Donc là, il y a une nouvelle audience qui est prévue le 16 avril à Oklahoma.
Comme on a dit, le joueur est candidat à la draft. Il a participé au Senior Bowl. Il a participé au Combine. Je crois qu'il va faire son Pro Day s'il l'a pas fait. Et là, d'avoir cette réunion, cette audience le 16 avril, à une semaine, à 7 jours à peine avant la draft, c'est vraiment limite. Le timing est vraiment serré pour Heinicke. L'autre cas, c'est Chandler Morris, le quarterback de Virginia. Alors lui aussi, pareil, il poursuit la NCAA en justice. Lui, il veut obtenir une 7e année d'éligibilité, en fait. Alors, on revient un peu en arrière. 2020, il débutait sa carrière universitaire à Oklahoma. Sauf que vous savez que la saison 2020 elle a été déclarée nulle à cause de la crise du Covid et la saison avait été annulée. Ensuite, il est parti à TCU. Au début, il jouait pas beaucoup. Il a été gravement blessé au genou. Il a manqué, je crois, plus d'une saison. Et après, il a eu des problèmes de santé mentale. En 2024, il partait à North Texas. Ça se passait super bien. Il était titulaire. L'an dernier, pareil, il va à Virginia. Saison titulaire, excellente saison. Et lui, bon, il va rester une saison de plus. Il dit qu'en fait, 2021, il n'a pas joué. 2022, il n'a pas joué. Il était blessé souvent. Il avait des problèmes de santé mentale. Sauf que la NCAA fait les comptes. Et donc, il a déjà... Pour la NCAA, il a déjà fait ses 5 années, on va dire, universitaires. 6 avec la saison Covid. Mais bon, Morris, un peu comme Chambliss, un peu comme Heinicke, un peu comme Joe Aguilar avant, il va poursuivre la NCAA en espérant... il suit la NCAA dans le civil, hein, un peu comme Chambliss du coup, et il espère une injonction préliminaire pareil pour avoir le droit de jouer en 2026. Alors on finit sur une petite info, vous avez peut-être entendu parler, c'est en fait il y a un rugbyman irlandais qui vient de signer à South Carolina, alors que le mec il n'a jamais joué au foot américain. Son nom, Nef Giwa, je crois que ça se prononce, il a 20 ans. Il a donc jamais mis les pieds sur un terrain de football américain. Et en fait, il pourrait jouer, il va jouer apparemment lineman offensif. On ne sait pas si dans l'axe au tackle. Et au poste lineman offensif, on a vu que Shane Beamer, en ce moment, il a 2 grosses blessures. C'est pas une mauvaise idée pour lui d'avoir un joueur de plus à cette position. Bon, ça c'est blague à part. Giwa, en fait, il a fait le buzz il y a 2 semaines à peine de cela. En fait, il y a un nom, c'est Brandon Collier. Brandon Collier, en fait, c'est un mec, une espèce de recruteur. Il est en charge de l'organisation Premier Prospect International, une organisation allemande. Il a mis une vidéo sur les réseaux sociaux de ce joueur. En fait, il joue au rugby, mais vous le voyez à des kilomètres. Des mensurations extraordinaires. 2 mètres, 133 kilos. Des bras de 37 pouces de long. Et vous savez que en NFL, par exemple, et en football américain, ils aiment les bras longs. 37 pouces, c'est 93 cm. Une vitesse de fou pour cette carrure-là. 4,88 ou 40 yards. Il a tapé dans l'œil de plusieurs universités avec cette vidéo. En fait, sur les réseaux sociaux, il y a eu des offres de Miami, North Carolina, SMU, Tennessee, Texas et donc South Carolina. Là, il va rejoindre donc South Carolina, les Gamecocks, là, dans 2 mois, au mois de mai. Après, il y a du travail, il va pas être titulaire d'entrée. Il va falloir travailler sur la technique, les rouages du sport, apprendre les règles, tout ça. Mais bon, après, pour nous, les fans de ce sport, c'est une superbe nouvelle. Hein. C'est une superbe nouvelle d'avoir un joueur comme ça, en fait, qui saute ce fossé et ça ouvre les portes à d'autres athlètes dans le futur. Après, ne nous enflammons pas, hein. Giwa, il choisit pas le foot US juste par amour du sport, hein. C'est parce que derrière aussi, vous savez très bien, il y a les contrats de droit d'image, le fameux NIL, et donc c'est aussi pour ça qu'il a choisi ce sport. C'est une opportunité autant sportive que économique.